Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation sur Solar Impulse. Alors Solar Impulse est peut-être aussi l'envers du décor et en particulier ce qui concerne les mathématiques et l'utilisation du big data pour faire voler cet avion. Alors je suis Christophe Bézot, je suis mathématicien, je dirige une activité de data science et complex modeling chez Altran. J'ai travaillé sur ce projet pendant 13 ans. Alors 13 ans, c'est peut-être plus un projet, c'est même carrément une grande aventure. J'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui la présentation de cette aventure et également de partager avec vous une belle idée. L'idée que, en faisant des mathématiques un petit peu différemment, on peut repousser les limites et aller au-delà de ce qui est conventionnellement visible, pour faire réussir des projets très challengeants, des projets à haute valeur ajoutée, on va dire. Donc Solar Impulse, c'est l'un des projets les plus emblématiques que j'ai mené chez Altran. Donc j'ai mené à peu près 150 projets et celui-ci est vraiment illustratif de ce que je voudrais vous faire découvrir et partager avec vous. Quelques rappels sur l'ambition de Solar Impulse et le fait que c'est un projet difficile. Oui, si on se reprojette en 1999, et peut-être certains d'entre vous connaissent cette image, c'est celle du Breitling Orbiter 3, dans lequel Bertrand Piccard et Brian Jones réussissent finalement un premier tour du monde sans escale. Et en se posant, Bertrand Piccard, donc à gauche, et Brian Jones, constatent qu'il ne reste que 40 kg de kérosène, de gaz, pour chauffer l'enveloppe. Alors certains d'entre vous distinguent peut-être les bouteilles de gaz à gauche et à droite. Et sur la bouteille de droite, on voit un petit peu de condensation. C'est ce qui représente le gaz restant dans la bouteille. Donc vraiment peu. Et Bertrand Piccard se dit, peut-on faire la même chose? Peut-on voler autour du monde sans utiliser de carburant fossile? L'idée de l'énergie solaire vient assez vite et, à dire vrai, l'histoire de l'aviation à énergie solaire n'est pas très nouvelle, ou l'idée de voler énergie solaire n'est pas très nouvelle en elle-même. Sur ce timeline, vous avez quelques jalons principaux. En 1980, le fameux Solar Challenger, 2,5 kW de puissance et la capacité à voler seulement 2 heures avant midi heure solaire, 2 heures après. Le Solar One de Gunther Rochelt fait un petit peu mieux en 83, etc. Le Sunseeker, Icar 2 en 96, 81, 96, 15 ans d'écart et peu de gains de performance finalement. Jusqu'à Helios, le prototype de la NASA, il n'y a pas de pilote. Helios est un certain succès jusqu'à ce jour de juin 2003 où il se désintègre en vol au-dessus de Hawaï, montrant combien finalement la technologie et le principe du vol perpétuel à l'énergie solaire est fragile. Alors, quelle est la clé du vol à l'énergie solaire? Eh bien, la clé, c'est l'énergie. L'énergie qui est disponible, eh bien, cette énergie est relativement faible. C'est la clé de tout parce que on constate sur ce graphique la différence entre ce qui est théoriquement utilisable, donc 250 watts par mètre carré collecté au niveau de l'aile, et puis il y a les pertes atmosphériques, il y a la perte de rendement de cellules solaires, il y a le moteur, il y a les câbles, il y a l'énergie mécanique qui est apportée par une hélice et qui va diminuer l'énergie de propulsion finalement disponible. Il reste 30 watts par mètre carré. Donc 1 mètre carré de cellules solaires permet de maintenir allumée pendant 24 heures une petite ampoule de 30 watts, une lampe de chevet. C'est très peu et le remplacement du pétrole par l'énergie électrique est quand même très difficile, comme le montre ce graphique. 1 kg de fuel apporte autant d'énergie que 35 kg de batterie lithium-ion ou 300 kg de batterie au plomb. Et certains d'entre vous auront peut-être constaté que j'ai même dû tricher sur la hauteur du petit rectangle vert qui illustre ce qu'apporte le fuel, parce qu'il est à un peu plus que A3 centièmes. Hein. Si j'avais voulu le faire à l'échelle, il aurait été vraiment presque invisible sur le graphique. Alors, c'est dans ce contexte que démarre le projet en 2003 et que viennent immédiatement à l'idée les très grandes difficultés que l'on va avoir pour faire voler un avion à l'énergie solaire 24 heures sur 24.
La réponse que nous avons cherché à apporter est construite autour de l'idée qu'en faisant des mathématiques un peu différemment, on peut apporter des réponses astucieuses à ce type de problème. Et pour illustrer ce point de vue, j'ai pris deux exemples dans le temps limité que nous avons. Le premier exemple, c'est celui autour bien sûr de la question de l'énergie nécessaire pour survivre à la nuit, ce qu'on appelle survivre à la nuit, donc attendre le petit matin pour avoir assez de soleil et redémarrer un cycle de vol standard. Voilà. Peut-on survivre à ce vol de nuit? Les experts en 2003 concluent que c'est non, parce que le bilan énergétique est négatif et que donc l'avion doit se crasher avant le lever du soleil. Deuxième question, qui est arrivée un petit peu plus tard, mais vous allez voir qu'elle est assez amusante, c'est la nécessité, a priori, d'avoir une prédiction météo 6 mois en avance. Alors, on va déjà traiter la première idée. Alors, bien sûr, tout le monde pense à, OK, on va faire de la modélisation, de la simulation, on va faire des calculs, on va explorer ce qui se passe, et on va concevoir, aider Solar Impulse à concevoir l'avion qui répondra au challenge. Cette idée est assez naturelle. Le problème, c'est que sa mise en œuvre est quand même très difficile. Parce que quand on regarde, alors vous avez ici un dessin d'artiste, une vue d'artiste de l'avion en 2003. Où ceux qui connaissent l'avion constateront que cette vue d'artiste est un petit peu différente de ce que nous avons finalement construit. Mais le problème, c'est que d'une part, il y a énormément de technologies embarquées qui ne sont pas forcément bien adaptés à l'aéronautique. Je parle cellules solaires. Bon, personne ne savait à l'époque comment se comporterait une cellule solaire à moins 40 degrés, à la pression que l'on a à 28 000 pieds, etc., avec des cycles d'illumination tels qu'on les a dans un vol perpétuel. Deuxième problème, toutes ces technologies, toutes ces notions de physique sont poussées à leur maximum. C'est ce qu'on voit très tôt en 2003. Si on veut arriver à faire voler cet avion, il va falloir pousser les technologies vraiment au-delà de ce qui est admis. Troisième point, derrière ces différentes thématiques qui sont exposées, on a à peu près 10 000 paramètres. Voilà, 10 000 paramètres. Dernier point, il y a beaucoup de vide autour de ces techniques. Il y a des choses qui sont connues, d'autres qui ne le sont pas du tout. Comment peut-on imaginer un modèle, comment peut-on concevoir une simulation capable de représenter le futur avion, d'explorer les capacités du concept si on n'a pas tous les éléments en main? Ça, c'est une question cruciale. Alors là, juste pour finir sur la conclusion de cette vision-là, c'est qu'il faut 5 ans pour construire une simulation capable d'explorer le concept. Ça, c'est la vision standard que les experts avaient à cette époque-là. 5 ans, moi j'ai dit à Solar Impulse, André Borschberg et Bertrand Piccard, 5 ans c'est beaucoup trop. 5 ans c'est beaucoup trop. On va faire beaucoup mieux, avec une approche qui est différente, qui est celle d'une simulation fragmentaire, ce qu'on appelle modélisation simulation fragmentaire. L'idée étant que lorsqu'on explore un problème, bien sûr, on a envie de savoir très vite toutes les conséquences, toutes les contraintes, tous les paramètres clés qu'il va falloir maîtriser pour aboutir à la solution. Mais évidemment, lorsqu'on a énormément d'informations manquantes, on n'est pas capable. On n'est pas capable de modéliser, on n'est pas capable de construire une simulation, on n'est pas capable d'avoir ce retour chiffré qui va permettre de guider l'ingénierie vers les meilleurs choix techniques. Les petits points bleus, les pastilles bleues représentent ce qui est connu à un certain moment. La connaissance technologique à un certain moment. Et l'entourage, c'est vert normalement, c'est ce que j'appelle la mer de l'océan d'incertitude. Et finalement, la réussite du projet, la réussite qui consisterait à pouvoir apporter des réponses argumentées, rationnelles, chiffrées pour maîtriser le projet, eh bien, il faudrait arriver à contrôler tous ces éléments-là. L'idée de l'approche fragmentaire est d'introduire des variables de contrôle qui sont mathématiquement déterminées par une approche qui est de l'analyse de complexité. Et ces variables de contrôle n'ont pas réellement de sens physique. Par contre, ils ont un sens mathématique. Et en ajoutant ces variables de contrôle, on a
la possibilité de faire des calculs. On a la possibilité de mener à bien, dans le monde des chiffres, le calcul des équations qui sont connues. Alors ça, c'est intéressant parce que on commence à savoir manipuler des choses. Mais la grande question, ça va être, OK, j'ai une connaissance physique partielle, j'ai donc une simulation qui est incertaine et assumée comme telle, hein, elle est construite comme ça, et donc j'ai des résultats qui sont incertains. Alors, que faire de résultats incertains? C'est évidemment la question qui se pose tout de suite. Est-ce qu'on imagine que c'est une catastrophe? En fait, ça dépend comment on regarde les choses. Et j'aime bien cette maxime de Henry Thoreau, qui dit, en fait, ce qui est vraiment important, c'est pas ce que vous regardez, c'est ce que vous voyez. Et ce que l'on peut voir, si on a cette capacité d'examiner les choses différemment, c'est que l'incertitude en elle-même n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est savoir la maîtriser. Et en même temps que l'on a développé ce système de variable contrôle qui permet de développer l'approche fragmentaire, on a aussi développé la méthode qui permet d'extraire l'information utile, donc l'information physique, l'information ingénieure, d'extraire cette information des résultats et de lui donner du sens. Le résultat, c'est un effet de boost, 18 mois pour construire une simulation réaliste au lieu de 5 ans. Alors là, on commence à être vraiment content. Ah bon, alors il y a eu... OK. Alors, je ne suis pas censé tout montrer. Ce slide que vous voyez partiellement illustre le genre de résultats que l'on détermine. La hiérarchie des paramètres qui permet de prendre des décisions, l'étude globale des résidus qui permet de comprendre dans quel intervalle de confiance se trouve le type de résultat que l'on produit, l'analyse de sensibilité qui permet aussi de déterminer quels sont les choix futurs et comment guider ces choix dans le monde de l'ingénierie. On a réussi à construire un concept, 2 avions et un tour du monde réalisé en 2015 et 2016 qui a prouvé qu'on a su pousser ce concept jusqu'à un niveau d'excellence très avancé. La motorisation moyenne d'un scooter, l'envergure d'un A340, voire d'un A380 pour le deuxième avion, 72 mètres d'envergure, et le poids d'un gros véhicule. On a un système de stockage de l'énergie qui a été également conçu à l'aide de cette simulation fragmentaire et qui a permis de distribuer l'énergie à la fois dans une partie sous forme de stockage électrique dans des batteries et sous forme d'énergie potentielle. Donc tout ça c'est contrôlé par simulation et ces outils de calcul sont également utilisés pendant les vols pour réaliser la mission en elle-même et assurer la sécurité du pilote. Deuxième gros challenge qui est assez amusant, c'est la nécessité d'une prédiction 6 mois à l'avance. Alors, prédiction météo 6 mois à l'avance. Ça, c'est une demande des autorités fédérales de l'aviation américaine qui, apprenant que l'on veut traverser les États-Unis d'ouest en est en 2013, nous disent, en janvier, eh bien, donnez-nous le plan de vol. Le plan de vol pour un avion solaire qui doit se nourrir d'énergie solaire et qui est très sensible aux conditions météo, 6 mois à l'avance. Alors là, tout le monde a commencé à se dire que c'était juste impossible. Alors, impossible... Non, il y a un problème de titre, mais ce n'est pas grave. Impossible partiellement. Si on examine les données que l'on a, alors on a déjà des vents plus ou moins favorables pour traverser les États-Unis d'ouest en est. Alors, 83% des vents entre le 1er mai et le 31 juillet se situent dans la partie nord des États-Unis. Okay. Malheureusement, les jours d'ensoleillement sont majoritairement quand même dans la partie sud. Donc là, on commence à comprendre qu'il va falloir un petit peu travailler pour essayer d'optimiser quelque chose et de fournir aux autorités un plan de vol réaliste. Alors, à ces deux problèmes s'ajoute d'une part la nécessité de faire la traversée en 6, 7, peut-être 8 étapes. Donc on ne parle pas d'un seul vol réussi pour lequel une bonne prévision pourrait permettre de rejoindre la côte est. Il va falloir plusieurs étapes. Et le deuxième point, c'est que quand on regarde comment la météo se distribue au-dessus des États-Unis, en fait, vous avez 6 systèmes météo, ce qu'on appelle les systèmes météo, qui cohabitent, 3 au nord, 3 au sud, et qui déterminent l'état plus ou moins stable de la météo sur le continent.
Alors ces 6 systèmes météo sont en étroite interaction. Et lorsque vous demandez à un météorologue comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer le temps à Dallas, si on connaît le temps au Nouveau-Mexique, dans l'Oklahoma et un petit peu ailleurs, à la frontière mexicaine par exemple, eh bien, il va vous répondre, mais c'est juste impossible. C'est juste impossible. On a besoin de la météo locale. On a besoin de faire des calculs localement. C'est juste impossible. Alors, sur la base de cette idée, et parce qu'il fallait absolument répondre, c'est l'intérêt des contraintes. Hein. Quand on a des grosses contraintes, on se creuse vraiment la tête pour imaginer des choses qui sortent complètement de l'ordinaire. Eh bien, sur la base de cette contrainte, on a imaginé un système de calcul qui est ce qu'on a appelé un long-term stochastic optimizer, un optimiseur stochastique long terme, qui est capable de traiter les données météo et de donner du sens à cette question de j'ai besoin d'avoir une prévision météo 6 mois à l'avance. Alors, le système traite des gigantesques bases de données, évidemment des pétaoctets de données. On a une très très grosse puissance de calcul pour extraire de ce big data des signaux faibles, extraire une information qui donne du sens, hein, qui permet de reconstituer quelles seraient les probabilités de vol de l'avion. Et on a mis en œuvre ce système pour examiner 65 routes possibles qui traversent les États-Unis d'ouest en est. Alors là, vous allez me dire, OK, mais ça se concrétise comment finalement? Alors, on est très au-delà d'une approche statistique standard. Comme vous savez, les statistiques en météo, ça ne fonctionne pas. C'est clair que ça ne fonctionne pas. Alors, le système génère ce qu'on appelait... C'est un petit peu ennuyeux parce que normalement, il y a un deuxième... D'accord, OK. Alors ça, c'est pas ça non plus. C'est pas tout à fait le bon ordre. C'est pas grave. Donc, vous n'aurez qu'un seul slide, mais ça va suffire. Il génère un indicateur de faisabilité de chaque route. Chaque courbe représente la façon dont une solution de vol pour rejoindre la côte Est est plus ou moins facile en fonction de la date à laquelle se fait le vol. Donc 0105, 1er mai, 1er juin, 1er juillet, etc. Donc en fonction de la date à laquelle on fait le vol, on a une indication du niveau de faisabilité de la route, sachant que la contrainte, c'est quand même d'arriver à New York le 7 juillet. Alors, mettant en œuvre ce système qui a demandé, comme je l'ai dit, énormément de calculs, du traitement de big data et beaucoup d'algorithmies complexes, donc aller chercher mathématiquement des signaux faibles que, en gros, personne ne pouvait imaginer récupérer, on a proposé cette route qui a été un grand succès, en fait. Là, pour la petite histoire, l'avion s'est posé exactement le 7 juillet au matin. Donc, chance ou bien maîtrise totale, je vous laisse juger. En tout cas, réussite à 100% de cette traversée des États-Unis. C'est la même idée qui a été utilisée pour déterminer les meilleures routes de traversée océanique. Alors vous allez me dire, traversée océanique, c'est différent parce que j'ai pas d'escale. Effectivement, il n'y a pas d'escale. Mais quand vous vous imaginez qu'à chaque lever de soleil, tout est remis à zéro, en termes d'énergie notamment, eh bien, on peut transposer le problème avec l'idée d'une escale et finalement utiliser ce long-term stochastic optimizer avec ces données pour élaborer la meilleure route. Alors, en conclusion, et puisque le temps nous presse, 2 choses. La première, c'est la mise en œuvre de ce type d'approche. Alors, j'ai donné 2 exemples. Je réfléchissais ce matin, je pense qu'il y en a eu une bonne trentaine. Une bonne trentaine d'exemples de Think Different, mathématiquement parlant, en 13 ans de projet. 2 exemples qui montrent combien ce type d'approche peut apporter à un projet hautement exigeant et hautement challengeant. Et deuxième élément de conclusion, je ne saurais que trop vous conseiller de réfléchir à cette idée de construire des modèles et d'explorer des solutions, même lorsque les données sont lacunaires. C'est extrêmement riche. C'est difficile, mais c'est extrêmement riche. N'oubliez jamais que la modélisation détermine énormément le time frame, le temps que vous allez passer à construire une solution à un problème, c'est déterminé par le temps que vous allez, par la méthode de modélisation que vous allez utiliser. Et le 3e point, c'est que en agissant de la sorte, en mettant en œuvre ce type d'approche, vous maîtrisez les risques et vous réduisez au final l'écueil, le danger que tout le monde voit, c'est de ne pas faire juste du premier coup. Et sur un projet comme Solar Impulse,
il était hors de question de ne pas être juste du premier coup. Donc ça, c'était une des grosses contraintes aussi. Voilà, donc approche adaptative et mise en œuvre de ce type de démarche pour challenger et apporter les meilleures solutions. Voilà, je vous remercie. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, je serai là encore quelques instants pour avoir le plaisir de débriefer sur ces quelques slides. Alors, comme me disait un de mes professeurs, soit tout était très clair, soit personne n'a compris. Merci à tous en tout cas.